On retrouve maintenant Abdallah Antoy, professeur d'anglais au lycée de Tsararano et agriculteur. Bonjour. Quelle est la situation autour de vous près d'une semaine après le passage du cyclone? Eh bien, bonjour à vous. Merci avant tout donc de me donner l'occasion de m'exprimer. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui sont en train de déployer quand même beaucoup d'énergie pour nous venir en aide par ces temps difficiles. Et malheureusement, après une semaine, après la catastrophe, on attend encore beaucoup de voir l'aide de l'État. Elle est annoncée comme étant là, on voit les images sur les réseaux, mais je ne connais personne autour de moi, ni moi-même d'ailleurs, qui avons ne serait-ce que vu les aides, enfin, l'aide est insuffisante, c'est ça le problème, c'est que les quelques équipes qui sont envoyées ici doivent être dispersées sur les 372 kilomètres. Et du coup, concrètement, c'est dérisoire par rapport à nos besoins. Difficulté de distribution sur le territoire. Comment se débrouillent en ce moment les Mahorais au quotidien? Alors au quotidien, c'est la survie, vraiment une survie qui est extrêmement difficile. Écoutez, avant d'embrayer un peu trop dans les questions, j'aimerais, si vous le permettez, faire une petite présentation brève de la situation qui explique de pourquoi on en est arrivé à ça. Et je pense que c'est quand même important pour justement que ce drame-là ne puisse plus se reproduire. Il y a des choses qu'il faudra corriger et je pense qu'il y a là des manquements et des défaillances institutionnelles qui ont été extrêmement graves parce que ce drame-là qu'on vient de vivre, en vrai, il était prévisible, tout le monde le savait. Tout le monde savait que ceci pouvait se passer, on ne savait pas la forme, on ne savait pas la date, mais il était évident que ça ne pouvait se passer que comme ça. Toutes les conditions étaient mises en place pour que ça se passe de cette manière-là. Donc Mayotte, c'est un tout petit territoire de 372 km² habité par entre 300 et 500 000 personnes. On ne sait même pas. C'est une des premières aberrations, dont trois quarts de la population a moins de 25 ans et 8 sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. C'est indigne d'un pays comme la France. Et donc là, on a des quartiers complets qui se sont constitués d'habitats précaires qui viennent d'être rasés, avec à l'intérieur potentiellement des centaines de milliers de personnes. Ce qui nous attend là va être absolument dramatique. Donc, une fois qu'on a fait ce tableau-là qui est extrêmement sombre, je vais bien le reconnaître, et il l'est, euh, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on va mettre en place aujourd'hui pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise? Mais par exemple, est-ce que les euh, populations, là, elles ont accès à l'eau potable? Parce que s'il n'y a pas d'eau potable, il y a un risque d'épidémie à Mayotte. L'eau potable a toujours été un manque à Mayotte depuis des décennies. C'est pas arrivé avec la tempête, encore une fois. Manque d'investissement, d'infrastructures, faute autant de l'État que des pouvoirs locaux qui ne se sont jamais emparés réellement de ces questions. L'approvisionnement en eau est très difficile. Il se fait au fur et à mesure. Moi, aujourd'hui, je suis à Mamoudzou, j'ai eu de l'eau, mais la plupart de l'île reste encore sans eau, sans électricité, et l'hygiène va devenir extrêmement précaire. J'ai pu croiser quelqu'un en magasin en essayant de me ravitailler moi-même qui me disait qu'il n'avait pas eu le choix que de boire de l'eau croupie et qui était tombé malade. Ça, c'était un événement isolé, mais ça va se généraliser. Déjà que ce n'était pas une situation qui était fameuse. D'autant plus la situation de notre hôpital. On ne pourra jamais absorber ça. Il faut que la France, pour une fois, soit à la hauteur. Il faut que la France, le nom de France, c'est un nom qui est fort quand même dans l'inconscient collectif et même dans le monde. C'est pas, ce qui est en train d'être fait ici n'est absolument pas digne du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à quelle politique de développement, de partenariat, je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait utiliser, à mettre en place entre la France et Mayotte. Mais aujourd'hui, il faut que ce drame permette de briser le statu quo, parce que tous les problèmes là qui sont en train d'être mis en avant, on les connaît tous depuis des décennies. Rien n'a été préparé, jamais, pas de volonté, pas d'engagement, ou lorsque les engagements y sont pris mais ils ne se sont jamais concrétisés. On peut parler de l'hôpital, on peut parler des écoles, on peut parler des routes, on peut parler de l'aéroport. C'est Vous très dites, vous compliqué. dites que la situation due au cyclone, elle s'explique également par la situation antérieure de Mayotte, qui est le département le plus Ah oui, pauvre de France. principalement. On a bien Je dirais compris ce que même vous vouliez dire principalement. et qu'il y avait eu des alertes qui visiblement n'ont pas été entendues. Certains des habitants des bidonvilles, on l'a vu là pour rester sur la situation actuelle, reconstruisent leurs bangas. Comment s'abrite la majorité des Mahorais en ce moment? Alors la majorité des Mahorais, eux, sont dans leur maison en dur. En vérité, il faut dire une réalité aussi, c'est que 90% des victimes de ce désastre, c'était les clandestins qui vivaient principalement dans les hauteurs, dans les zones reculées, parce que sans papier, parce que pouvant pas accéder à des vrais logements. Et donc là, effectivement, il n'y a toujours rien qui a été entrepris pour les reloger, ni pour leur donner des alternatives. Donc finalement, ils ne vont pas rester là à la belle étoile. Donc forcément, ils reconstruisent.
Et puisque vous parlez de ça, il y a une chose aussi qui doit être dite, c'est que ces gens-là, ils se retrouvent piégés à Mayotte alors qu'ils n'aspirent pas tous à rester à Mayotte. Ça aussi, c'est un problème. On a parqué ici des dizaines et des dizaines, peut-être même, encore une fois, des centaines de milliers de personnes dans des conditions de vie absolument indignes, entre les droits de l'homme de l'Europe qui nous empêchent de les renvoyer chez eux et le droit français qui nous empêche de les régulariser. On a parqué là, on a créé une situation absolument explosive. Et il est temps aujourd'hui que ce drame nous permette de remettre les choses à plat, de savoir qui veut quoi, quelles relations on doit mettre ensemble. Et chacun devra se positionner après cela. Oui, alors le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a redit que l'un des handicaps de Mayotte, c'est l'importance de l'immigration. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Qu'en est-il? Alors c'est un fait que l'immigration a un rôle colossal ici. Mais encore une fois, pour un pays comme la France qui est capable d'envoyer des milliards et des milliards et des milliards pour aller faire exploser des bombes et tuer des gens, en Ukraine, je parle de l'Ukraine évidemment, quand on voit les moyens que l'État met en France, met à Mayotte, je veux dire l'État français met à Mayotte, c'est dérisoire, ça ne peut que mal se passer. L'État n'a jamais eu de politique réellement volontariste pour essayer de rattraper, pour essayer d'anticiper les choses. Vous voyez, on est toujours dans une situation de rattraper ce qui aurait dû être fait déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et aujourd'hui, on en est là. Et pour reconstruire Mayotte, il faudra mobiliser des moyens financiers, mais également des professionnels compétents en nombre suffisant. Donc comment les garder sur place et si besoin, comment en faire venir? Alors, pour la reconstruction, effectivement, les besoins vont être colossaux, mais ça veut dire aussi les opportunités vont être colossales. Alors, quand vous parcourez l'île, le paysage de désolation que je vois, qu'on peut observer partout, tous ces arbres cassés, tous ces arbres arrachés, ça peut devenir une ressource absolument centrale pour la reconstruction. Il y a ici, à Mayotte, des millions, plusieurs dizaines de millions peut-être d'arbres qui sont cassés, qui ont cette valeur-là, qui ont ce potentiel-là, peut-être, pourquoi pas, de peut-être relancer une industrie en intégrant, pourquoi pas, cette population-là même qui se trouve aujourd'hui démunie de beaucoup de choses. C'est une option, c'est une possibilité. Soit une autre possibilité, encore une fois, elle serait, comme je le disais au début, ces gens-là, ils se retrouvent bloqués aujourd'hui à Mayotte, mais ils n'aspirent pas à rester à Mayotte. Ils veulent aller en métropole, ils veulent venir en France. Et la France les régularise à Mayotte, sur une île où on manque déjà de tout, où tout est beaucoup trop sous-dimensionné déjà. Aujourd'hui encore, ou cette semaine, il y a eu encore des Kwassa qui sont rentrés, on se demande ce que ces personnes viennent chercher ici, encore une fois. Mais ces gens-là n'aspirent pas à rester ici. On a en métropole des territoires qui sont en train de se désertifier, en train de perdre leur population, alors qu'ici, nous, on déborde de jeunes qui débordent et qui brûlent d'énergie, une population qui a besoin d'être évacuée, tout simplement qui a besoin d'être évacuée. Pas pour les ramener chez eux, les jeter comme des déchets, ça on ne le fera pas et ce n'est pas souhaitable, personne ne le souhaite. Mais la solidarité nationale doit signifier quelque chose pour une fois. Pour une fois, je pense que ce qui doit être fait ici à Mayotte, ça doit être quelque chose de l'ampleur qui serait comparable au plan Marshall. Les politiques des petits pas, la politique des petits pas de rattrapage et d'extinction d'incendies démarrée il y a des années, elle doit cesser. C'est une politique qui ne mène à rien. Mayotte, ce n'est pas n'importe quel territoire. Je suis outré, notamment par les paroles du président qui vient de dire que Mayotte a de la chance d'être français. Alors c'est peut-être vrai, c'est certainement vrai même. Sincèrement, j'aimerais être d'aucun autre pays que la France. Mais aujourd'hui, la France n'est pas digne de ce qu'elle est en train de faire à Mayotte. Ça, c'est une réalité. Par exemple, le chef d'État a dit qu'il reviendrait. Est-ce que ces propos ont réussi à apaiser la colère sur place? Ce n'est pas de lui qu'on a besoin, madame. Ce n'est pas du chef de l'État dont on a besoin, ce sont de ses actions. Ce type-là, pardon, c'est un moulin à parole. Il dit que, je veux revenir là-dessus, que Mayotte a de la chance, que sur la France, Mayotte serait dans une situation 10 000 fois pire. Et il a utilisé un mot qui n'est vraiment pas du tout digne du chef de l'État. Mais c'est surtout aussi la France qui a besoin de Mayotte. Mayotte, c'est pas. On croit que la France. On sous-entend l'idée que la France est à Mayotte par charité, par générosité, par valeur humaine. Alors peut-être que c'est le cas pour certains, mais la France, elle est ici aussi par intérêt. D'autant plus aujourd'hui qu'elle est en train d'être remise en question partout des pays d'Afrique. Ce point ici, ça devient encore plus stratégique. Il y a ce côté-là de géopolitique. Mais on a du gaz dans notre lagon, on a du pétrole dans nos lagons, on a l'un des lagons les plus riches et les plus extraordinaires qui attirent des gens du monde entier. Et tout ce potentiel-là, qu'est-ce qui en est fait aujourd'hui?
Merci Tout ce beaucoup. potentiel-là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Merci beaucoup, Abdallah Antoy, pour votre témoignage sur France 24. On a entendu votre cri de colère et que le gouvernement avait visiblement sous-estimé la situation. Merci beaucoup à vous.